Salut et bienvenue sur le fauteuil rose. I am Vanessa Ama. Nous sommes dans mon studio de podcast, tout récemment terminé. Regarde-moi ça. Franchement, c'est pas trop beau. Moi, j'adore. C'est un épanouissement dont je suis fière. Mais pour participer, pour venir sur le fauteuil rose, il faut que tu viennes en Corse. Bon, ceci dit, se faire un petit week-end en Corse, c'est pas mal aussi. Et en plus de passer en interview, c'est top, non? Et je peux me déplacer n'importe où tu te trouves. L'interview qui va suivre est d'une puissance extrême si tu veux enfin comprendre pourquoi tu ressens un blocage, pourquoi il y a une dualité en toi, qui tu es mais vraiment, sincèrement, au plus profond de toi. Sache que mon invitée Céline a elle-même cherché qui elle était, ce qu'elle voulait faire. Elle s'est recentrée pour t'accompagner, pour que tu comprennes qui tu es réellement. Et non, ce n'est ni de la magie, ni du médium. C'est quelque chose qui est vrai, qui est sincère. Et je suis sûre que tu vas te reconnaître à 100%. Tu as des doutes sur ta voie professionnelle, sur ta carrière professionnelle, sur l'endroit où tu vis, sur plein de choses finalement. Cet échange, cette interview est réellement fait pour toi. N'oublie pas, abonne-toi. Je te souhaite un excellent visionnage et une bonne écoute. Bonjour Céline, merci à toi pour ce partage et ce moment que nous allons partager ensemble. Bienvenue sur le fauteuil rose. Bonjour Vanessa, merci beaucoup pour cette invitation et cette possibilité de venir m'exprimer ici. Sache que c'est un plaisir et en plus de ça, tu as une thématique qui, je pense, peut parler à beaucoup de personnes et qui est peut-être un petit peu vue comme du médium. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important qu'aujourd'hui tu viennes apporter ton édifice et que tu expliques que c'est pas du médium, mais qu'effectivement ça peut énormément nous aider à surmonter beaucoup de choses. Donc Céline, tu fais de la numérologie, donc parle-nous un petit peu, c'est quoi exactement la numérologie et comment toi tu entreprends ça dans ta vie de tous les jours avec tes clients? Alors, j'ai été formée à travers la numérologie stratégique, qui est quand même une numérologie très différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. C'est vrai que jusqu'ici, où beaucoup de personnes imaginent la numérologie comme quelque chose de divinatoire. Il y a la numérologie karmique, la numérologie astrologique. Là, on est vraiment sur une approche que Lydie Castel, une chef d'entreprise, quelqu'un de très structuré, a mis en place, et on est sur vraiment une méthode qui parle aussi bien aux cartésiens qu'à ceux qui croient et qui pratiquent déjà ce type d'approche. En tout cas, ma méthode permet vraiment, on part du principe que dans les nombres, il y a une symbolique. Donc ça, c'est quand même très ancien comme concept, c'est pas nouveau. Et dans cette approche, avec les données de naissance, la date de naissance, les prénoms, les noms, on arrive en fait à créer une cartographie de la personnalité, de la structure de l'être, autant dans ses potentiels, ses dons, ses besoins, mais aussi dans ses comportements, dans les réactions, ce qu'on appelle la version contrariée. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que parfois, les femmes ont tendance à s'enfermer dans des cases ou dans des défauts. Nous, on ne voit pas ça comme ça. C'est qu'est-ce que je développe comme comportement plutôt négatif quand je ne suis pas sur le bon chemin ou quand je ne suis pas suffisamment nourrie là où je suis attendue finalement. Ça me parle énormément et d'ailleurs, on a une petite surprise à la fin. Tu as fait mon bilan. Donc on va en parler et comme ça vous allez pouvoir voir que c'est réaliste finalement, parce que je pense que ça va énormément nous parler, et à savoir que Céline et moi on se connaît depuis maintenant 3 ans. Elle m'a aidée sur un projet, et elle m'a déjà fait mon bilan. Je le fais tous les ans avec elle, donc je sais que c'est vrai, mais au moins ça va pouvoir parler de faire quelque chose de concret avec moi. Donc de montrer le concret de l'approche, tout à fait. Exactement. Donc tu insistes bien que c'est pas un art, c'est pas du médium. Non, on ne prédit rien. Il y a dans un thème en numérologie stratégique que moi j'utilise à travers ce que j'appelle un bilan de potentiel. Il y a l'aspect personnalité qui vient dire qui tu es, et il y a l'aspect temporalité qui vient parler de tes cycles, puisque nous avons 5-6 cycles dans nos vies. On a aussi des influences dans les années personnelles. Et là, c'est un peu le climat, on va dire.
Et c'est finalement se dire, tiens, c'est une possibilité d'être au rendez-vous de sa vie, mais sans prédiction. Il y a toujours, on n'enferme personne dans des cases et on laisse toujours évidemment le libre arbitre à chacun. Mais en tout cas, ça permet de mieux comprendre les cycles qu'on traverse et de pouvoir s'adapter à ces périodes qui sont parfois un peu remuantes ou qui présentent certains défis en fonction des années. Moi, je pense aussi que ça peut permettre, tu m'arrêtes si je me trompe, si finalement on est, par exemple, buté dans une voie professionnelle et que ça fait peut-être 5 ans qu'on est dans cette voie professionnelle, mais qu'on voit que finalement, il n'y a rien qui se passe. Du coup, ça peut nous aider à nous dire qu'effectivement, on était peut-être sur la mauvaise voie par rapport à notre comportement, à qui on est réellement. Ça peut nous aider finalement à retrouver qui on est alors. Oui, tout à fait. C'est surtout, alors moi je trouve que le premier bénéfice de la numérologie stratégique, ça va être de bien identifier et de comprendre ses besoins fondamentaux, ses besoins vitaux. Ça, c'est quelque chose qui est souvent minimisé et qui pourtant vont éclairer sur énormément de choses. Par exemple, à travers cette méthode, j'accompagne beaucoup de femmes qui se reconstruisent après un burn-out, un épuisement ou une transition de vie. Et ça permet de voir à quel endroit elles se sont épuisées, à quel endroit elles ont refusé de se choisir. Après, j'ai aussi... je ne crois pas qu'on est sur le mauvais chemin. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant avec la numérologie, c'est que on voit bien qu'à un moment donné, on a tous intuitivement suivi cette petite voix qui dit voilà, tiens, ça j'ai envie de faire ou ça c'est pas pour moi. Alors il y a ceux qui écoutent pleinement cette intuition et il y a ceux et celles qui refusent d'entendre et qui s'obstinent dans une voie parce que c'est peut-être leur éducation qui les a amenés à ça ou les injonctions, voilà. Mais en tout cas, il y a cette notion de je comprends déjà mes besoins pour voir où je suis nourrie. Par exemple, on va dire, voilà, un exemple tout bête. Si je suis salariée, mais que j'ai du 1 dans ma structure, je dois comprendre que pour moi, ce qui est favorable, ça va être l'entrepreneuriat ou des postes à responsabilité où il n'y a pas de hiérarchie trop cadrante. Donc si je persiste à être salariée dans une entreprise et que je suis épuisée, je suis en burn-out, je suis malheureuse, on va pouvoir éclairer cet aspect-là de toi qui dit oui, non, c'est pas un caprice, tu n'es juste pas faite en fait pour subir l'autorité de quelqu'un. Voilà, c'est un exemple sur les besoins fondamentaux. Et après, évidemment, ça permet... vraiment, pour moi, la mission première de cette approche, c'est de retrouver son chemin et de retrouver sa voie. Voilà. C'est super intéressant ce que tu décris. Et finalement, en fait, ça fait partie de nous. Alors, c'est vraiment puissant parce qu'en fait, c'est des numéros qui sont liés à notre génétique. C'est notre structure, c'est notre ADN, c'est notre carte d'identité. On ne peut pas, de la naissance à la mort, on peut lutter toute sa vie contre ses nombres ou contre ses cycles. Voilà, on peut, mais on n'a pas on ne peut pas modifier ça. Et c'est là où c'est un outil pour moi, dans la deuxième partie, de connaissance de soi, de reconnaissance de soi. Et là, on va vraiment retrouver beaucoup de confiance sur qui on est. On a quand même tendance, souvent, soit à se comparer avec les autres, soit à idéaliser un moi, voilà, en disant « mais moi, j'aimerais ci, j'aimerais ça, j'aimerais faire ceci ». Et là, c'est se remettre au cœur de la chose en disant « voilà comment tu es, accepte-le et maintenant crée à partir de ça ». Plutôt que de créer à partir de ce que tu imagines de toi ou de créer, j'accompagne beaucoup les entrepreneurs qui ont cette tendance à vouloir se comparer ou à vouloir copier des modèles. Et on voit bien là que c'est pas possible en fait. Donc ça peut vraiment nous empêcher d'avancer quand on s'obstine à vouloir faire quelque chose qui ne fait pas partie de son ADN finalement. Oui, donc finalement tu es... révélatrice de potentiel, en quelque sorte. C'est ça, activatrice dans le sens où c'est aussi une approche, numérologie stratégique, c'est une aide à la décision. Donc ça, c'est important de le dire aussi, parce que c'est pas juste je te restitue ton thème,
puis après débrouille-toi avec ça. L'idée, c'est aussi de poser une stratégie et d'aider les personnes à décider ou à choisir quand il y a, par exemple, dans les reconversions professionnelles, dans l'orientation pour les jeunes. Enfin, les champs d'application sont vraiment énormes. C'est waouh. Donc en fait, tu peux aussi t'occuper d'adolescents qui sont un peu perdus, parce que moi je trouve que c'est vrai que c'est bien que tu en parles. Les adolescents aujourd'hui, donc quand je dis adolescents, c'est quand ils rentrent au collège finalement, toute leur année de collège, je trouve qu'on leur demande un peu trop vite ce qu'ils veulent faire. Donc si demain par exemple une maman vient te voir parce que sa fille finalement elle est un peu perdue, ou son fils bien entendu, tu peux essayer par rapport donc à la numérologie stratégique, de voir un petit peu ce que la petite ou le petit aurait besoin à ce moment-là. Bien sûr. Pour moi, alors moi j'ai fait le choix, puisque j'ai été sophrologue pendant plusieurs années. Donc j'ai été spécialisée dans l'accompagnement du burn-out. Donc c'est vrai que j'ai fait ce choix aussi d'accompagner à cet endroit-là. Et les entrepreneurs, parce que c'est vraiment ma clientèle de cœur, on va dire. Et les enfants, c'est vraiment un sujet, pour moi, hyper important, surtout aujourd'hui. C'est des jeunes qui se retrouvent perdus. D'une part, on a tendance à les stigmatiser, à les faire rentrer dans des cases. Et on leur répète toute la journée que le futur va être compliqué, que ça va être difficile. Ils se retrouvent à devoir faire des choix d'orientation. Je le vois, ma fille qui est en 3e, qui sont incohérents avec ce qui est en train d'arriver pour le futur. Et on est face à une génération aussi qui est réellement en manque de confiance et en manque de compréhension, en manque de... Oui, je me suis toujours dit que dans une deuxième vie, ça aurait été mon combat d'être dans cet accompagnement à l'orientation scolaire, parce que je crois que ces jeunes ont besoin qu'on leur rappelle où sont justement leurs potentiels, leurs talents, qu'ils retrouvent confiance, et les aider vraiment dans cette orientation qui, pour beaucoup, est problématique. Oui, complètement. Et puis, je pense qu'aussi, ils se comparent beaucoup avec les réseaux sociaux. Alors moi, je suis pas du tout contre les réseaux sociaux. Je trouve que ça fait partie d'une génération et on en a un peu tous besoin. Mais il y a aussi cette illusion du j'y arrive, en fait. Et finalement, comme tu parles, toi qui les entrepreneurs sont tes clients de cœur, finalement, sur les réseaux, je trouve qu'on n'a pas vraiment cette notion que l'entrepreneuriat, c'est compliqué aussi. Et en fait, on nous vend un peu du rêve. Donc, c'est vrai que ce que tu viens de dire, c'est important pour la nouvelle génération et aussi pour quelqu'un qui est en reconversion, qui a peut-être 40 ans et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, d'avoir aussi les pieds sur terre en se disant, c'est pas parce que tu vas te lancer que tu vas faire ton premier 100K en un mois. Et je pense que c'est là que quand tu arrives avec la stratégie, la numérologie stratégique, c'est vraiment important parce que tu fais prendre conscience et pas des petites prises de conscience. Tu fais aussi que les gens aient conscience que c'est dur l'entrepreneuriat, que c'est pas non plus facile. Il y a des charges à payer. C'est pas parce qu'on va faire tant de chiffres d'affaires que finalement... ça va être dans notre poche. Donc tout ça, c'est à prendre en considération quand même. Oui, alors c'est là où moi j'interviens avec ma petite différence, c'est-à-dire que un activateur de potentiel en numérologie stratégique va s'arrêter à la restitution d'un thème et d'aider à la décision. C'est vrai que moi, du coup, avec mon ancienne fonction de sophrologue et de coach, je propose du coup des accompagnements qui sortent un peu de ce cadre aussi, qui vont plus loin, pour celles qui le souhaitent, évidemment, parce qu'il y a 15 ans d'expérience derrière dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi cette notion, c'est un peu le piège aujourd'hui, c'est-à-dire que l'entrepreneur d'aujourd'hui, il ne sait plus réellement comment il doit faire. Oui. Tout à fait. Il y a tellement d'informations, donc il a suivi des formations, ou de désinformation d'ailleurs. Voilà, et donc il suit des stratégies et ça fonctionne pas. Et c'est pour ça que j'aime bien, avant tout, de dire, on va ne plus regarder ce que font les autres. On va regarder là où est ton essence à toi. Il y en a qui vont être talentueux pour s'exprimer verbalement. Il y en a pour qui ça va passer par un magnétisme quand ils vont capter les gens quand ils vont parler en vidéo. Il y en a pour qui ça va être l'écrit. Chacun a un mode de fonctionnement et d'expression différent. Et de remettre ça au cœur de sa stratégie quand on est entrepreneur, de remettre sa structure et son essence, ça change tout, en fait.
pour la suite. Moi, j'ai une question quand même qui, je pense, qui peut peut-être te faire réagir. C'est, tu te sens pas en danger avec l'intelligence artificielle ? Non, pas du tout. Ah, j'adore. Non. Explique-nous pourquoi. Pas du tout. Pour 2 raisons. La première, on peut être pour, on peut être contre. Globalement, c'est sûr que moi, faisant un métier très humain et avec une approche très humaniste, je pourrais être effrayée par l'intelligence artificielle. Et elle a ses pièges, comme toute évolution et toute technologie. Mais j'ai plutôt eu envie de prendre le train en marche et de me dire, j'ai pas envie de me retrouver dans 10 ans complètement perdue. Donc, j'utilise l'intelligence artificielle, je me forme beaucoup parce que justement, j'ai envie d'apprendre j'accompagne les entrepreneurs, mais c'est quand même beaucoup des thérapeutes, des praticiens, des accompagnants, des personnes qui sont dans ce domaine très humain et qui rejettent toute forme de technologie, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. C'est leur bête noire. Et c'est dommage, parce que ça pourrait les aider. Et je leur dis surtout, n'ayez pas peur de ça. Mais gardez le contrôle, par contre. Mmh. Donc, parce que la différence entre quelqu'un qui l'utilise et quelqu'un qui ne l'utilise pas du tout, elle va se faire ressentir de plus en plus. Ensuite, je pense aussi, j'en ai pas peur, parce que je pense que ça va nous laisser, nous, l'opportunité de faire notre différence plus tard. Je vois où la société est en train d'aller, je vois les pièges, et d'ailleurs, on le ressent déjà, on voit déjà sur les réseaux sociaux un désengagement profond, une envie de revenir au présentiel, au physique, une forme de saturation de tout ça. Et donc je pense que justement, ça va nous servir, nous, à faire notre différence pour ceux qui vont continuer à accompagner en présentiel, en physique, en one-one, voilà. Oui, en fait, tu pars du principe que finalement, l'IA, ça va enlever un peu ce côté humain et que même si demain on y va, on va revenir quand même à l'humain. Et je pense J'en suis convaincue. Voilà. Et puis, mais si demain je demande à l'IA, à ChatGPT par exemple, de me faire un thème en numérologie stratégique et qu'elle me sort mon thème, pour toi, est-ce que c'est vraiment c'est vrai ce qu'elle va me sortir ou tu penses qu'il peut avoir des couacs ? Alors évidemment, je l'ai testé. Eh ben oui, je me doute. L'IA récolte beaucoup d'informations, elle a accès à une bibliothèque d'informations. L'avantage de la numérologie stratégique, c'est que comme elle est un peu différente des autres numérologies, il y a aujourd'hui pas suffisamment de données pour ressortir une juste information. Il y a beaucoup d'erreurs. Bon, globalement, dans l'astrologie aussi, si tu essayes de faire ton thème astral avec ChatGPT, il peut être juste, mais il peut aussi être complètement à côté. Donc, vigilance. Donc oui, je le sais, moi, j'entends autour de moi, on me dit « Ah, j'ai regardé avec mes numéros. » Je dis « Bon, il n'y a pas de souci, mais il y a un moment, on va bien se rendre compte que si on veut vraiment, vraiment avancer et aller au cœur des choses, on ne peut pas remplacer l'accompagnement humain. On ne peut pas remplacer quelqu'un qui a fait des formations. La formation en numérologie stratégique, ça a été 2 années de temps. Ça a été du travail. C'est pas un diplôme qu'on achète. Il y a toute une expertise derrière. Il y a toute une restitution. Il y a une capacité à devoir faire les liens que ça, l'IA peut pas faire. Et il y a aussi l'intuition de l'activateur de potentiel où ça, l'IA ne pourra jamais remplacer. Oui, et puis en plus de ça, après, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, toi, tu t'arrêtes pas juste, tiens, je te donne ton thème et débrouille-toi. Après, derrière, tu accompagnes, tu approfondis. Et moi, pour avoir fait appel à toi avec un coaching et aussi avec mon thème, tu m'as jamais laissé tomber. Même si notre accompagnement était terminé, même quand tu m'as donné mon thème, si j'avais des questions, je pouvais tout à fait te contacter, même si c'était 1 mois après. Céline, tiens, là, je comprends pas ce qui se passe. Et du coup, tu me disais, reprends ton thème, regarde ce qui a marqué. Et avec l'IA, ça, oui, je peux la recontacter. Mais il n'y a pas vraiment ce côté humain où on va se sentir accompagné et en sécurité un petit peu. Même si, bien entendu, en tant que personne, en tant qu'être humain, le but, c'est pas de rester avec une coach toute notre vie, c'est aussi de voler de nos propres
propres ailes. Mais je trouve que c'est important, du coup, ce que tu as dit, parce qu'il y a vraiment ce côté humain qu'on retrouvera vraiment pas avec les IA. Ça, c'est évident. Et pour toi, est-ce que la numérologie stratégique a changé quelque chose à ta vie? Parce que je pense que tu t'es formée, mais tu l'as fait pour toi aussi, savoir dans quelle direction tu devais te concentrer. Je l'ai fait avant tout pour moi. J'adore. Je l'ai fait avant tout pour moi. C'était pas du tout prévu dans mon parcours. C'est arrivé à un moment de ma vie, à 42 ans, où je me suis sentie en rupture totale avec moi-même, crise existentielle, crise identitaire. Et ça t'est arrivé en 2022, ça, il me semble. 2022. C'est aussi le moment où j'ai déclaré une maladie auto-immune. Et donc, ça a remis beaucoup de choses en question dans mon existence. Ça a été un moment assez compliqué. J'ai cessé l'accompagnement. Je suis partie en voyage solo au Maroc. Et là, je ne saurais même plus dire comment. Je suis tombée sur la numérologie stratégique. Et j'ai commencé à regarder. J'ai acheté le livre de Lydie Castel. J'ai commencé à regarder, à m'interroger, à me renseigner. Et là, j'ai été totalement bluffée sur ce que ça me révélait, en fait. Et sur la manière dont ça venait confirmer finalement mon chemin. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'une validation, d'une confirmation. Et donc, de là, je me suis de plus en plus intéressée à cette approche. Ensuite, je me suis formée pendant 2 ans. Et j'ai commencé à l'intégrer dans mes accompagnements pour finalement quasiment ne faire plus que ça. Parce que, autant pour moi, parce que c'est vraiment une passion et que je suis convaincue de cette approche. Et quand j'ai vu les résultats aussi rapides, c'est vrai que voilà, pendant 1 an ou 2, je n'ai fait quasiment que des thèmes en numérologie stratégique. Oui, ça a été vraiment une vraie révélation. Une révélation, oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire si, par exemple, là, il y a une femme ou un homme qui nous écoute, mais comme tu accompagnes... En fait, c'est pas un choix d'accompagner que des femmes, hein, tu peux accompagner des hommes aussi. Bien sûr. La petite parenthèse. On va pas se mentir, c'est quand même les femmes qui, globalement, sont toujours venues à moi. À part en tant que sophrologue où j'ai eu quelques hommes, mais sinon, je me suis quand même beaucoup spécialisée dans l'accompagnement de la femme. Oui. Voilà, c'est pour ça que je voulais... Mais je ne rejette... pas les hommes du tout. Pas du tout. Parce que ma question, du coup, c'était par rapport à une femme. Qu'aimerais-tu dire à une femme qui nous écoute et qui se sent complètement perdue? Si tu as un message à lui faire passer à cette femme-là. Alors, perdue, il faut déjà voir à quel endroit elle est perdue. Est-ce qu'elle est perdue comme dans une phase de transition où on a l'impression que plus rien ne va, ni la vie personnelle, ni la vie professionnelle? Est-ce qu'on se sent perdu après un événement particulier, une transition, un burn-out, un épuisement, un deuil, une séparation? En tout cas, ce que je dirais, c'est de ne pas rester avec ce flou. C'est un peu le piège de la femme qui veut réussir par elle-même, toujours en se disant « ça va aller mieux, ça va passer ». Alors, je ne suis pas pour les accompagnements à outrance, mais je crois que quand vraiment on en est arrivé à douter de soi, c'est le moment où il faut remettre de la clarté et ne pas rester dans ce flou. Parce que de là, toutes les décisions qui vont suivre, en général, vont être faites à partir d'un espace qui n'est pas cohérent, finalement. C'est-à-dire à partir de la peur, ou à partir de l'urgence, ou à partir du manque, du besoin de sécurité, mais en tout cas... donc c'est se forcer à continuer dans le flou, sans savoir où on va. Et je trouve personnellement, moi, comment j'ai vécu ça dans ma vie à ces moments, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir qui on est et où on va, quelle direction prendre. Oui, puisque pour la petite information complémentaire, tu es maman de 3 enfants, c'est bien ça? Oui. Donc automatiquement, tu es passée par ces phases-là. Donc tu t'es sentie invisible, perdue. Tu m'arrêtes si je me trompe. C'est des suppositions que je fais. Et du coup, tu as dû aussi te dire, il faut que je pense à moi. Je suis maman, mais mon bonheur aussi passe avant tout par moi. Et c'est vrai que des fois, on se dit, on est maman, mon rôle, c'est mes enfants, c'est mes enfants. Bien sûr qu'on aime nos enfants, mais finalement, si on est une maman triste, une maman qui est perdue, en fait, nos enfants, ils grandissent aussi, alors pas dans un climat toxique, absolument pas, mais en fait, ils voient leur maman finalement pas heureuse pendant une bonne période de leur vie. Donc,
Pourquoi on a cette tendance, nous les femmes, à faire passer le bonheur des autres avant le nôtre ? Oui, je sais que tu aimes bien cette question. Et puis je pense que beaucoup de femmes, finalement, peuvent vraiment se retrouver dans cette question, parce que je pense qu'on est maman, on veut le bonheur de nos enfants avant tout. Donc c'est pour ça que ma question est importante aussi. Je pense que là aussi, il y a plusieurs profils et qu'il n'y a pas de juste réponse. Il n'y a pas une bonne réponse. On va avoir des profils, je le vois toujours avec le prisme de la numérologie, où on est sur des femmes pour qui c'est très important cette responsabilité familiale. C'est très important de vivre pleinement ce rôle de maman. Ça, on peut l'entendre. Pour d'autres, avec des profils un peu différents, des profils qui sont plus amenés à se réaliser personnellement, on va se retrouver souvent avec une grande dualité intérieure. Et bien sûr, je dis toujours, c'est très difficile, par exemple, d'être maman et d'être entrepreneur. Parce qu'on ne peut pas mettre son énergie partout. C'est impossible. On est obligé, à un moment donné, de faire des choix. Et moi, j'ai souvent souffert de ces choix, de me dire, oui, mais là, j'ai l'impression que je me mets de côté, que je m'oublie. Mais en même temps, il faut fonctionner par priorité. Mener tous les projets et les combats en même temps, c'est impossible. Donc c'est vrai que souvent, il y a cette difficulté à se prioriser. Encore une fois, ça dépend des profils. Moi, tu sais, je me souviens petite, c'est assez drôle parce qu'on se dit, mais pourquoi petite penser à ça ? Je me disais toujours que plus tard, je voulais être à la fois une maman de 3 enfants, comblée, et une carriériste. C'est-à-dire que c'était aussi important pour moi de créer ma vie de famille que de me réaliser professionnellement. Et tu as réussi ? Alors j'ai réussi, mais avec des périodes où j'ai consacré plus de temps à mes enfants et d'autres où je me suis autorisée à penser à moi. C'est vrai que ça ne m'a jamais quittée. Si tu veux, l'idée, même en étant maman de 3 enfants, même en étant... Et puis j'ai ma dernière qui a déclaré aussi très jeune une maladie auto-immune, qui m'a contrainte, entre guillemets, de devoir rester à la maison et de m'en occuper. Mais je n'ai jamais lâché l'idée à un moment donné, de penser à moi et à ma réalisation, à mon épanouissement professionnel. Chaque chose en son temps. Et donc du coup, si je comprends bien, de penser à soi, ce n'est pas égoïste comme on a pu nous le faire croire avec des croyances limitantes. Donc alors oui, chaque famille est différente, mais on a souvent eu cette tendance à nous faire croire, tu penses à toi, c'est que t'es égoïste. Par exemple, je dis mais alors une bêtise, je vais dans un magasin, je m'achète des vêtements à moi et pas à mes enfants. Ah, t'es égoïste, tu t'es acheté des vêtements à toi, pas à tes enfants. Donc en fait, ce que tu veux dire aussi, c'est que chaque femme est différente, chaque personne a un vécu qui est différent, mais de penser à soi, ce n'est pas égoïste. Toi, pour te retrouver, tu as fait un voyage au Maroc, tu en avais besoin, et c'est pas pour autant que tes enfants, tu les as délaissés et que tu les aimes pas. Non, tu as dû penser à toi. Et puis, je ne suis pas toute seule à devoir porter Exactement. Mes enfants. Ça, c'est beau aussi. C'est beau ce que tu viens de dire. J'aime beaucoup parce que du coup, ton mari est là aussi. Et oui, il est là et je pense que c'est important de leur laisser cette place-là aussi. Oui. Et on a tendance, nous les femmes, à vouloir tout contrôler. Oui, un peu trop d'ailleurs, mais c'est vrai. Et donc c'est vrai que quand je suis partie pour la première fois au Maroc, alors que je me suis dit, mais comment j'ai attendu mes 42 ans pour partir seule avec mon sac à dos en voyage. Ça m'a paru vraiment... parce que je m'étais fait une montagne de lâcher complètement mes enfants, enfin... Là, mes fils étaient déjà très grands, donc c'était plus ma fille, mais de me dire, est-ce qu'ils vont s'en sortir sans moi ? Et en fait, quand on commence à lâcher ça, qu'est-ce que c'est agréable ? Parce que oui, le monde continue à tourner, c'est des bénéfices pour tout le monde. Et c'est vrai que depuis, c'est des moments que je m'accorde. C'est devenu un équilibre pour moi. C'est indispensable que je puisse partir régulièrement, pas forcément en voyage, mais en tout cas... prendre du temps pour moi.
Encore une fois, je peux le faire parce que mes enfants sont grands aujourd'hui et que c'est le moment de penser à moi. Mais c'est vrai que pour revenir à ta question première, souvent on se réveille à 40 ans, c'est occupé de ses enfants, c'est occupé de tout le monde, où on a eu des métiers aussi, où on a beaucoup été dans le don de soi. Et là, la question se pose, mais qu'est-ce qui reste ? Qui je suis en fait finalement ? Et c'est là que j'aime bien intervenir. Et c'est vraiment une vraie question, c'est une vraie question existentielle et humaine, parce que énormément de femmes, et je me mets dans le lot, arrivées à un certain âge, j'ai pas encore 40 ans, mais pourtant cette question-là, aujourd'hui j'en ai 37, et je me dis, mais ok, je me suis occupée de mes enfants, ma fille a 17 ans, mon fils a 11 ans, ils auront toujours besoin de moi, mais c'est plus des besoins de quand ils étaient nourrissons ou quand ils étaient des enfants de 3 à 5 ans. Donc aujourd'hui, finalement, j'ai mis moi ma carrière professionnelle de côté, j'ai testé plein de choses. Et pourtant, tu vois, je me sentais encore perdue il y a encore 1 an en arrière. Et c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment qu'on pense à nous. Et moi, je sais que le thème que tu m'as fait, tu me l'as refait aujourd'hui, on va en discuter bientôt, là. Ça m'a énormément aidée parce que il me semble, alors peut-être que je dis des bêtises, on le saura après, il me semble que j'ai du 5 dans mon thème. Et le 5, ça signifie que je ne sais pas rester en place. Mais après... Enfin, aujourd'hui, je sais que je me sens beaucoup épanouie dans mes interviews, j'ai énormément de projets et ça me nourrit parce qu'en fait, ça me permet de ne pas rester toujours au même endroit et d'aller toquer à des portes. Même si je me prends des refus, des gens ne veulent pas se livrer en interview, on rentre un petit peu dans l'intime de la personne. Mais je te rejoins tout à fait. Donc, merci de l'expliquer comme tu l'as expliqué, parce que je pense que nos 2 parcours peuvent vraiment... Les gens peuvent se retrouver dans tout ça. Donc, merci beaucoup pour ça. Et d'ailleurs, après ce voyage que tu as fait au Maroc, il y a vraiment quelque chose qui a changé en toi. Tu nous l'as expliqué, mais tu as compris aussi que ton mari pouvait gérer sa propre fille, finalement. Et que ma fille pouvait se gérer elle-même, aussi, toute seule. Tout à fait. C'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, si on n'essaye pas de... On parle souvent de la crise d'ado, mais c'est plus la crise maternelle, en fait, à cet âge-là. Parce que c'est le moment où, dans l'ordre des choses, on doit lâcher. On n'est plus à l'heure de changer les couches et de donner le biberon, c'est fini. Donc, et c'est vrai que j'ai remis aussi la responsabilité à ma fille de se dire, tu peux te gérer maintenant. Surtout aujourd'hui, on est quand même très maternante. Oui. On est devenue très maternante, ou en tout cas, on fait pas toujours la distinction entre le moment où on déborde, où c'est trop, et laisser prendre du recul. Mais chaque âge, chaque phase de vie, et ça aussi, on va pouvoir l'exprimer, avoir une lecture à travers un thème, demande quelque chose. Et quand les enfants grandissent, alors ça dépend à quel âge on a eu ses enfants, mais en tout cas autour de la quarantaine, 40, 45 ans, 50 ans, c'est plus le moment de s'occuper de ses enfants, quoi. Oui, il faut savoir s'occuper de soi. Et je pense que le fait de penser à soi, le fait que ça soit de partir en vacances toute seule ou de se dire aujourd'hui j'ai envie de mener ma carrière professionnelle aussi, et de se rendre compte qu'on doit plus être dans le contrôle avec nos enfants, nos maris, dans les tâches ménagères, dans tout, finalement, ce qui inculpe une femme qui a été pendant des années à s'occuper de sa famille, de lâcher prise sur le contrôle. Je pense que ça fait très peur à beaucoup de femmes, moi y compris, je me mets dans le lot, mais qu'est-ce que ça doit être un soulagement. On a l'impression de s'enlever peut-être une tonne de pierres, de charges sur les épaules. On se déleste, mais... Je crois que ce qui fait peur aussi parfois, c'est de ce qu'on pourrait découvrir de nous. Et bien sûr que c'est ce qu'il y a de plus difficile, je trouve, pour les femmes, c'est de lâcher prise. Oui. Ça a été mathématique en tant que sophrologue pendant des années. C'est la confiance en soi et le lâcher prise. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'approche de la numérologie stratégique. C'est parce qu'il n'y a pas la nécessité à faire 10 séances ou des mois de travail personnel. En 2 heures, on a une lecture et un éclairage majoritairement quand même. Je vois que toutes les femmes qui ont reçu un thème, après, ce qu'elles en font, ça m'appartient plus. Certaines en ont fait quelque chose, d'autres, c'est resté dans un coin de leur tête, mais peu importe. Elles sont toutes reparties avec cette petite, cette lumière dans les yeux
de s'être retrouvée. Oui. Et de retrouver cette confiance et de dire, oui, j'existe en fait. Tout à fait. J'existe, j'ai le droit d'exister et en plus, je suis parfaite comme je suis. C'est ça, en fait. Finalement, on est parfaite avec nos défauts, nos qualités, avec qui on est, tout simplement. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, parce que je trouve vraiment ça intéressant. C'est le moment, en fait, où on prend conscience que notre thème, en fait, c'est nous. Et moi, je me rappelle, la première fois où tu m'as fait mon thème, on était en visio toutes les deux, ça a duré 2 bonnes heures, j'avais les enfants à la maison. Et je me rappelle à quel point j'ai été scotchée. Et du coup, oui, après, je pense que les gens, soit ils en font quelque chose, soit ils le laissent dans un tiroir. Mais je pense que quand tu fais un thème, et surtout quand j'ai été accompagnée par toi, ça germe. Donc peut-être que sur le moment voulu, j'en avais peut-être pas encore conscience. Parce que je pense aussi qu'il faut de la maturité. On peut être mature sur des choses et moins mature sur d'autres choses. Et je pense que la première fois qu'on a fait le thème, il m'a parlé énormément. Mais j'étais pas encore mature pour assimiler tout ça. Mais par contre, je me suis retrouvée. Donc même si demain, quelqu'un fait un thème avec toi et n'applique pas ou ne prend pas conscience de certaines choses, je pense que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va germer. Et cette personne va se rappeler, mais j'ai fait mon thème. Ça reste de toute façon. Et puis, il n'y a rien, encore une fois, et je tiens bien à le préciser, parce que je crois aussi que les femmes sont épuisées des méthodes, sont épuisées du travail personnel, sont épuisées du « il faut que ». C'est pas ce qu'on vient aborder ici. Tout à fait. Ça dépend de ton projet de vie à ce moment-là, au moment où tu fais ton thème. Si ça intervient à un moment où ça te demande d'être en mouvement, effectivement, on va pouvoir poser une stratégie où je vais pouvoir aider à la prise de décision. Mais globalement, c'est pas l'essence même. Ce qui est important, là, c'est de se reconnaître. Ces femmes-là, elles ont besoin d'une validation. Elles ont besoin qu'on reconnaisse qui elles sont. Et elles ont besoin surtout d'entendre que ce qu'elles ressentent et vivent à l'intérieur, ce n'est pas du fantasme, c'est pas de la fabulation, ou ce serait pas être trop prétentieuse, ou... c'est juste, et on me le dit souvent, tu es en train de dire tout haut ce que je pense tout bas depuis des années. Exactement. Et ça, c'est une manière de reprendre sa place, de reprendre son pouvoir. C'est une manière d'exister finalement au-delà de son entourage, de sa famille, de son job. Voilà, c'est pas, on n'est pas là dans un objectif de performance. On est là pour revenir à ce qui compte et ce qui est essentiel. À partir de là, créer sera beaucoup plus facile. Mais parce que je sais que dans la numérologie, il y a des années. Donc par exemple, chaque année, ça change un petit peu et nous aussi, on change. Donc tu conseilles de faire un bilan chaque année quand même, c'est intéressant? En fait, pour les personnes qui ont fait leur thème complet, je dis toujours qu'il y a possibilité de refaire un bilan annuel. Voilà. Ça dure un peu moins longtemps. Et ça permet là de revenir non plus sur l'aspect personnalité qu'on a déjà vu à travers le thème, mais sur ce qui est attendu dans l'année. Donc sur les années personnelles, les années universelles, mais aussi les cycles. Tu vois, toi par exemple, cette année, on va aller voir ton année personnelle, mais on va aussi voir que tu es à la fin d'un cycle. L'année prochaine, tu vas en démarrer un nouveau. Et donc c'est intéressant de les comprendre parce que des fois on se dit mais tiens là j'ai envie de tout lâcher et de faire complètement autre chose. Alors t'as l'entourage qui dit mais ça va pas, t'es folle, enfin écoute quand même, c'est quoi de nouveau cette lubie? Oui mais non mais c'est justifié en fait. D'accord. C'est justifié, c'est déjà écrit. Écoute, si t'es ok, on va passer tout de suite du coup à la surprise qu'on avait réservée. On va faire mon thème, c'est ce que tu as préparé et si t'es prête on y va. Allez. Donc du coup, on se retrouve pour la surprise. Donc Céline m'a fait mon bilan et on va le faire ensemble. Comme ça, vous allez voir à quel point c'est vraiment puissant. Céline, merci d'avoir fait mon bilan. C'est très gentil de ta part. Je t'écoute. On t'écoute d'ailleurs. Avec plaisir, Vanessa. Alors, on va reprendre parce que c'est vrai que tu as fait le thème. Ça fait déjà un petit moment. Donc je pense qu'il y a des choses que tu as dû oublier. Sûrement. Donc on va juste reprendre quand même des notions qui sont importantes et fondamentales. On rappelle que en numérologie stratégique, on matérialise ça sous forme d'un arbre. Okay, on a un arbre de vie.
et on va y retrouver 8 nombres. Il va y avoir les racines, c'est vraiment tout ce qui est attrait à nos dons, nos potentiels, nos capacités et nos besoins fondamentaux. Il va y avoir le tronc qui est notre direction de vie, notre objectif de vie. Et puis d'autres informations comme quels sont mes besoins affectifs, quels sont mes besoins de réalisation, quelle est la manière que j'ai d'agir et de décider pour moi, comment j'agis. Voilà, il y a plein de petites infos. Et donc, j'ai repris là le triangle, ce qu'on appelle le triangle fondamental, qui est la structure de l'arbre, qui est vraiment la chose à pas oublier. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de refaire un petit feedback bien volontiers là-dessus. Vanessa, on va retrouver dans ta première racine l'énergie 7, énergie très présente chez toi. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'est pas une énergie facile à porter. Je m'en souviens très bien. On les appelle un peu les extraterrestres, dans le sens où c'est aussi souvent des personnes qui ont beaucoup de difficultés à être comprises par la société. C'est un peu les incompris de la société. Voilà, les 7 et les 5 que tu as aussi, c'est un peu ceux qu'on ne comprend pas toujours. Le 7, ça va être quoi? Ça va être tout ce qui est attrait à la cérébralité, à la connaissance, à l'apprentissage, à la spiritualité aussi. Alors attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont du 7 sont disposées à être sur un chemin spirituel. Et la spiritualité, on l'entend ici comme quel sens je donne à ma vie. Et le besoin fondamental du 7, c'est d'agir quand il y a du sens. C'est que tout doit faire sens. C'est pas un nombre qui peut exécuter bêtement quelque chose si ça fait pas sens. Donc déjà, ça, est-ce que tu t'en souviens et est-ce que ça te parle? Ça me parle. Alors, je m'en souvenais pas à ce point-là, mais effectivement, ça me parle. Le 7 a besoin de tout comprendre. On dit que c'est celui qui a une Ferrari à la place du cerveau. Okay. Il réfléchit tout le temps, il analyse tout, il se pose beaucoup de questions. Ouais. Trop de questions. Oui. Ça le met du coup en difficulté souvent quand il faut agir ou quand il faut décider. Mm-hmm. Je pèse le pour, je pèse le contre, je pèse le pour, je pèse le contre. En tout cas, il y a une très très belle capacité d'apprentissage dans le sens de la connaissance. C'est-à-dire que le 7, il est nourri quand son cerveau est nourri par la connaissance. Écouter des podcasts, lire des livres, des conférences, faire des formations. Alors le 7, lui, il va se former toute sa vie. Il pourrait tous les mois acheter une nouvelle formation. J'aimerais bien la contredire, mais pour l'instant, je ne peux absolument rien dire. Voilà, ça c'est son moteur en fait. C'est vraiment son moteur. Il ne doit pas forcément capitaliser sur tout ce qu'il fait et ce qu'il apprend. C'est-à-dire que parfois, il peut faire une formation qui ne va rien lui apporter professionnellement, mais ça va le nourrir. Mais quelque part, il enregistre. Il enregistre. Et c'est quoi finalement sa finalité au 7? C'est la transmission. Tout ce qu'il apprend, c'est pour un moment donné le restituer et le transmettre. Et c'est pour ça que c'est aussi des personnes qu'on retrouve beaucoup dans l'enseignement, en tant que formateur. Voilà, une capacité quand même à transmettre les choses. C'est en tout cas son but. Alors, il peut rester sur des champs d'application très intellectuels ou très spirituels, ou alors d'être dans cette idée que finalement, le sens de leur vie, c'est d'aider les autres à trouver le sens de leur vie. Oui, je me retrouve totalement, j'adore. Ah, c'est puissant. Hein. Je ne m'en souvenais pas autant, ça va faire au moins 1 an et demi qu'on n'avait pas fait. Au minimum, oui. Ouais, qu'on n'avait pas fait. Et surtout aujourd'hui, avec le recul que j'ai sur ma situation personnelle et professionnelle, je peux te dire que ça prend encore plus de sens qu'à l'époque finalement. Tout à fait. J'ai peur de la suite. Mais pourquoi peur? Non. Je sais pas. Non. Alors, les petits pièges du 7, c'est le manque de confiance. D'accord. Alors, bizarre, je vois pas ça me ressemble pas. C'est vrai.
Alors on va me dire oui, mais Céline, tout le monde manque un peu de confiance en soi. Alors oui et non. C'est-à-dire que oui, tout le monde doit certainement travailler à un moment ou à un autre sa confiance en soi. Mais pour le 7, c'est son piège. C'est-à-dire que c'est vraiment, s'il n'est pas nourri, suffisamment nourri, ou en tout cas dans cette analyse permanente qu'il a, cette réflexion, il se pose 3000 questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je devrais faire ça plutôt comme ça? Est-ce que je devrais faire ça plutôt comme ci? Et ça devient finalement un piège qui l'empêche souvent de passer à l'action ou de faire les bonnes actions. Parce que le 7 aussi, il a une particularité, c'est que souvent ce qui peut le motiver en apparence, c'est le besoin de sécurité matérielle. Sauf que lui, il ne doit pas le privilégier. Ce qu'il doit privilégier, c'est le sens. Effectivement, ça, tu me l'avais dit, cette phrase. Et j'avoue qu'aujourd'hui, que tu me le redis, ça me fait tilt. Mais, et en fait, je me rends compte de beaucoup de choses. Et c'est vrai que tu as entièrement raison. J'ai toujours besoin d'être rassurée niveau matériel. Et c'est ce que je privatise un peu trop, en fait. Et que, du coup, c'est ce qui me met des barrières dans les roues. Il a peur de manquer, le 7. Hein. Ah, complètement. Il a peur de manquer. Donc, du coup, quand il va devoir faire des choix... il va avoir tendance à choisir le choix sécure, quoi. Sauf que c'est pas là qu'il est attendu. D'accord. Il doit toujours privilégier le sens. Alors on verra qu'il peut y avoir des ambivalences avec d'autres nombres. On va voir ton 8 qui lui a besoin effectivement de construire dans le matériel. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans la numérologie. C'est qu'on voit bien qu'on n'est pas juste un nombre. On est plusieurs nombres, mais ces nombres entre eux peuvent amener à des ambivalences, qu'on appelle des ambivalences, des dualités. Par exemple, j'ai autant besoin de sécurité que j'ai besoin de liberté. Si on ne comprend pas ça, on vit toute sa vie en combat contre soi-même. On est en confrontation. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Voilà, donc l'ambivalence chez toi, là, elle sera, on va la mettre en lumière avec ton 8, le 8 qui est plus matérialiste, qui lui a plus besoin de construire quelque chose de solide, il a besoin de matérialiser ça dans la matière. Et le 8 aime l'argent, et son but souvent, s'il n'est pas on le verra après, dans l'accompagnement humain, c'est un businessman aussi. Voilà. D'accord. Il fait les choses pour gagner de l'argent, pour construire un patrimoine. Voilà. Mais ce n'est pas incompatible. C'est juste de bien comprendre, surtout que toi, tu as un 7 qui se répète, c'est qu'à chaque fois que tu vas plutôt choisir de répondre à un besoin matériel, ça va te faire perdre le sens. Et donc, si finalement, ton projet risque d'échouer. Si je me mets à pleurer, vous inquiétez pas. C'est parce qu'en fait, elle touche vraiment des points sensibles et je me rends compte à quel point c'est vraiment puissant et surtout, c'est vraiment moi, en fait. C'est impressionnant. Par contre, s'il choisit le sens, c'est là qu'il faut... Par exemple, il a deux offres d'emploi. Il en a une où il gagne très très bien sa vie et l'autre un peu moins, mais par contre, ça fait sens. S'il choisit celle qui fait sens, il y a un moment donné où de toute façon, il va gagner sa vie aussi, parce qu'il va être il va mettre son énergie au bon endroit. Je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans, c'est impressionnant. Donc on a vu le manque de confiance chez le 7, sa surexigence envers lui-même. Il a tendance à beaucoup se comparer aux autres. Voilà. Je vois pas non plus ce que tu veux dire. Et donc, si tu veux, cette surexigence peut l'amener souvent à abandonner des projets par peur d'échouer. Je vois pas non plus. Ça peut être son piège. Ou à s'épuiser, à être tout le temps dans la surexigence. Donc attention à l'épuisement. Et ça, c'est le 7. C'est le 7. Le 7 aussi, ce côté extraterrestre, ce côté un peu marginal, il peut aussi vivre dans la version contrariée, hein, si son 7 n'est pas nourri, se sentir exclu, se sentir rejeté. Et chez le 7, en fait, sa particularité, c'est son originalité. Il a une singularité propre à lui. Ça peut être dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de penser, dans sa façon de vivre, dans sa façon de créer. En tout cas, il sait, s'il est nourri et qu'il assume cette singularité, il y a quand même derrière cette notion de réussite pour lui. Sauf que tant qu'il n'a pas compris ça, il va douter,
Il va essayer de se comparer ou de se caler à ce que font les autres. Il ne va pas assumer ça. Il peut s'enfermer dans sa caverne, devenir assez, à s'isoler, à devenir assez distant. Le 7 est un nombre froid, c'est-à-dire que tout passe d'abord par le cerveau et l'analyse, pas par le cœur. On a des nombres qui sont chauds et des nombres qui sont froids. Le 7, c'est un nombre de... Donc d'abord, il analyse et ensuite, il intègre. Et ça peut être un piège. D'ailleurs, on dit souvent à des 7 de vraiment faire une pratique qui ramène au corps, ce qui est ton cas. Oui, tout à fait. Donc en général, ils arrivent à trouver un équilibre soit dans le sport, soit dans une pratique de méditation, du yoga. C'est en fait, je reviens au corps, je reviens au corps, je reviens au corps. C'est important pour eux parce que c'est leur force, leur mental, mais c'est aussi leur piège. Wow, c'est impressionnant. Et donc il y a vraiment cette nécessité de réussir à un moment donné à lâcher ce qu'il y a là-haut et de revenir à plus d'ancrage et à revenir au corps. Vanessa, là, on a vu du coup tout ce qui était attrait à ta personnalité. Et alors, dans la personnalité, il y a aussi l'expression de ton âme. Hein. Qu'est-ce qu'elle demande à exprimer et à vivre dans cette incarnation-là, finalement. Et on va aussi voir l'aspect temporalité, qui est la deuxième partie d'un bilan de potentiel, qui permet d'être au rendez-vous de ses énergies de l'année ou de ses cycles, et qui va donner des indications quand même assez précieuses. Donc déjà, tu es en année personnelle 9. On est tous dans une année universelle 1, et tu as l'objectif de l'année 1. Donc j'imagine que tu dois ressentir quand même beaucoup de fatigue en ce moment, cette année. Ah, extrêmement. Je suis tout le temps fatiguée, tout le temps. Ah ouais. Là, on est vraiment dans une configuration qui est quand même relativement lourde émotionnellement. Pourquoi ? Parce que l'énergie 1 demande à être dans l'action, demande à démarrer des nouvelles choses, des nouveaux projets, alors que l'énergie 9 demande à mettre un terme, à faire des bilans, à mettre fin à ce qui ne fonctionne plus, à se poser vraiment pour dire ok, qu'est-ce qui aujourd'hui ne me correspond plus et vers quoi j'ai envie d'aller. Et donc il peut y avoir ce tiraillement entre je suis dans l'élan, mais en même temps je suis là, mais oui, mais je sens que là j'ai quelque chose à clôturer. Le 9, c'est le gros nettoyage de printemps, dans ses relations, dans sa maison. Voilà, c'est souvent aussi des années, d'un coup, on refait les armoires, on refait du gros tri. Et professionnellement, de se dire, ok, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et qu'est-ce que je clôture. Et c'est important de le clôturer dans ces années-là. Alors encore une fois, tu vois, on peut tous être amenés chaque année à avoir ce besoin-là. Pour autant, on ne va pas forcément le faire, ou il ne va pas avoir le même impact. Et surtout, on ne va pas le subir. C'est-à-dire que si cette année, tu ne clôtures pas toi-même, tu ne mets pas fin toi-même à des process ou des relations qui ne fonctionnent plus, ça va se terminer, quoi qu'il arrive, et malgré toi. D'accord. Ou alors, il faut être conscient que ça repart pour un nouveau cycle. Ok, et oui, ça c'est la chose qui peut être très compliquée du coup, parce que c'est des années encore. Oui. Parce que, ouais. Ok, et ben je suis en plein dedans effectivement. C'est impressionnant. Tu le sens ? Ah oui. Bah oui, parce que déjà, le sport, ça faisait quand même 5 ans que je voulais construire ma carrière dedans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais besoin du sport, mais pour moi, et peut-être pas simplement dans une carrière professionnelle dans le sport. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est ce que je ressens. Dans mon besoin aussi de m'évader. Enfin, il y a plein de choses que je retrouve absolument dans ce que tu viens de dire. C'est vraiment... Donc c'est vraiment toutes les actions cette année pour toi qui sont propices à l'achèvement, à l'aboutissement, au bilan, à mettre fin à quelque chose. Et ça, c'est un peu, je dis souvent, je prends la métaphore un peu d'un... Tu dois à la fois
enlever les mauvaises herbes de ton terrain, déchiffrer, retourner la terre, défricher, remuer la terre, planter des nouvelles graines, et ça émotionnellement c'est quand même lourd à porter. Donc c'est important aussi de s'écouter dans ces années-là et de se dire, voilà, quand je sens trop de fatigue, je me repose, je m'autorise à me reposer, c'est important. C'est aussi une belle année pour les voyages ou tout ce qui touche à l'international. Partir en voyage, travailler à l'étranger, travailler avec une méthode étrangère, travailler en contact avec des personnes à l'international, tout ce qui touche en tout cas à l'étranger, à l'international, au monde. Le 9, c'est la symbolique du monde. D'accord. Donc c'est aussi une année pour toi qui te demande peut-être de t'ouvrir davantage sur le monde. Ouais. Ça te parle? Oui, parce que dans les interviews, j'ai eu des interviews à Miami, au Canada, en Suisse aussi. Et c'est effectivement, oui, je ressens, de toute façon, depuis qu'on se connaît, je te parlais beaucoup de mon envie de partir vivre au Canada. Donc oui, je me retrouve complètement dedans, oui. Donc c'est vraiment aussi voilà, cette ouverture-là au monde, à l'humain aussi. Le 9, c'est l'humain, c'est le côté universel. Et il y a aussi dans ces années-là une possible reconnaissance qui peut venir soudainement, être reconnu pour ce qu'on a fait. Alors c'est en fonction de ce qu'on a bâti aussi les années précédentes. Et c'est en fonction de si on l'a fait avec générosité et avec cœur. Ah ça oui. Donc tout ce qui a été créé et fait avec le cœur, avec générosité, il peut y avoir cette année une reconnaissance par rapport à ça. Tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait avec générosité, avec le cœur. Et justement, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter un peu le sport. Bon, déjà, j'étais blessée aussi, ça m'a contrainte d'arrêter. Ton 5 qui n'était pas... Voilà, c'est exactement. nourri. Mais aussi parce que je ressentais sur la fin, dans le sport, que j'en avais marre, que en fait, il manquait de sens dans ce projet de sport. Et j'ai beaucoup donné, je regrette rien d'avoir donné gratuitement, mais c'est vrai que ça devenait... J'avais construit une relation, j'ai envie de dire aujourd'hui, je peux me permettre de l'exprimer, c'était un peu malsaine finalement. C'est bien de l'observer. Ouais. Et de le voir et de le reconnaître, et puis de le reconnaître sans animosité, sans culpabilité, sans nostalgie. En tout cas, c'est ce qui t'est demandé cette année. Sinon, attention, on l'a vu, grosse fatigue, fatigue émotionnelle, émotion un peu à vif, tu vois, voilà. Ou ça peut aussi se manifester de manière à avoir l'impression de se sacrifier en permanence. Oui. Ou on l'a vu de subir un arrêt d'une situation, d'une relation ou de quelque chose qui n'avait plus sa place cette année. Ça, c'était pour ton année personnelle. Dans une année universelle, une qui demande à agir, à décider, à commencer des actions, à être dans un nouvel élan. Donc c'est ça qui n'est pas simple. On est à la fois dans la fin de quelque chose et dans le début de quelque chose. Donc on l'a vu. Donc en résumé, c'est faire un bilan si c'est nécessaire, récolter, regarder ce qui doit se terminer en agissant. En fait, c'est ça qui est important. C'est quand même, je peux faire un bilan, je peux clôturer des choses, je vais me sentir dans cette action. Je vais me sentir là, je viens de décider pour moi. Je viens d'agir pour moi. Donc là, l'énergie 1, elle fait sens. C'est pas je subis des fins. Et on va voir aussi tes trimestres. Tu es en trimestre 8 et le prochain, jusqu'en septembre, tu es dans l'énergie 8. Donc ça, c'est une énergie qui va de nouveau venir te challenger sur ta légitimité, sur comment tu prends ta place, comment tu t'autorises à la prendre. Ça va aussi être tout ce qui va être progression, tout ce qui va être progression matérielle, réalisation est favorisé à ce moment-là.
C'est aussi une très bonne période pour investir du temps ou de l'argent sur soi ou sur ses projets et ses réalisations. C'est pas trop le moment de dire... Alors, attention, hein, on mesure les dépenses aussi parce qu'en énergie 8, il peut y avoir de l'excès. Donc, il ne s'agit pas de faire des folies, mais c'est de se dire, ok, il y a peut-être la nécessité à m'acheter un nouvel outil de travail parce que c'est important. Voilà, c'est investir du temps ou de l'argent sur soi et sa réalisation. Ça, c'est important. Parce que c'est comme ça que la légitimité, elle se construit. D'accord, ok. C'est comme ça qu'on prend sa place aussi. C'est intéressant. Il y a aussi cette notion de récompense. Voilà, je suis récompensée du travail que j'ai fait. Important. Toute situation qui peut se présenter à toi ou qui te manquerait de respect, c'est d'être droite et de ne pas te laisser déstabiliser, de garder ta place, ta posture et de te faire respecter, sans violence. Sans violence, oui, avec un cadre finalement. Voilà, et ça me parle énormément, ça par contre. Je suis en plein dedans aussi en ce moment. Voilà, attention aux emballements et aux excès. Aussi, oui. Et le dernier trimestre, on retrouvera cette énergie 1, donc initiative, donc à partir de cette fin octobre, novembre, décembre. Ça, c'est les propices aux nouvelles initiatives, aux nouvelles actions, à chercher à avancer, à saisir les opportunités. Ne pas oublier cette notion de chance quand on est dans l'action et la décision. Toute initiative à cette période doit venir de toi, pas des autres. Ok. C'est vraiment de comprendre que rien ne viendra du monde extérieur. Oui, ça c'est pas faux d'ailleurs. Enfin, rien n'est faux de tout ce que tu as dit, ma petite parenthèse. Donc il faudra éviter d'être soit trop perso, soit trop passif. Voilà, et parce que sinon ça peut aussi enclencher beaucoup de nervosité ou d'isolement. Et surtout, le message important, se donner le droit à l'erreur. Ok. On va voir maintenant des saisons. Ce qu'on appelle les saisons, on a au cours de notre vie 5 à 6 cycles qu'on appelle des saisons. On en a 2 avec une clé qui vont être, ok, voilà comment je suis, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc c'est beaucoup lié à l'action, c'est beaucoup lié à l'aspect professionnel ou aux activités, si on est enfant ou à la retraite par exemple. Là, on va retrouver, donc depuis tes 30 ans jusqu'à tes 56 ans, donc énergie quand même forte, on retrouve ce 1. D'accord, ok. Donc, toutes les activités qui te permettent d'être à ton compte sont favorisées. C'est le besoin de développer ton leadership, de te sentir dans l'action, dans la prise de décision. Surtout, le leadership, si le caractère le favorise. Donc là, on revient au caractère et à la personnalité. Si tu as dans ton arbre du 1, du 6, du 8 ou un maître nombre, ce qui est ton cas puisque tu as du 1 et du 8. Donc, leadership à prendre. C'est aussi des périodes où si on n'est pas satisfait de sa vie, on recommence à zéro. Okay. Il y a cette capacité en période, en cycle 1, à recommencer. Et de repartir sur de nouvelles bases, un nouveau départ. Aussi bien pro que perso. Hein. Ça te... À fond, et ça me fait prendre conscience d'énormément de choses en fait. Et j'ai juste envie de dire waouh, quoi. Waouh. C'est impressionnant, sincèrement. J'ai beaucoup d'émotions en fait en moi, là. Je ressens énormément d'émotions. J'ai d'ailleurs un mal de tête qui vient d'apparaître, mais j'ai énormément d'émotions. Et des émotions saines. On rappelle dans ce cycle 1, il y a beaucoup de chances qui peuvent se mettre en place. Ça sous-entend d'enclencher vraiment ces processus de décision. Il y a vraiment une nécessité à dire « je décide pour moi. Je suis actrice de ma vie. J'attends pas la validation extérieure. » Donc on a vu tous les projets, les nouveaux élans, les nouvelles activités, les nouveaux concepts, surtout avant-gardistes, sont favorisés pendant cette période. Si en tout cas la démarche elle a été bien construite, il y a quand même, quand c'est bien construit pendant cette période, ça favorise la pérennité de l'activité. On a vu encore une fois avec cette mémoire familiale 19 qui peut venir entraver cette difficulté à décider pour soi.
Attention, pendant cette période, à l'isolement, au recroquevillement, au sentiment d'être seul contre tous. Ok. Là, c'est pas le moment de réfléchir, c'est je vais de l'avant et j'arrête de penser que la Terre est contre moi. Ok. Et je prends ma place en agissant. Attention à l'impulsivité aussi, à la nervosité, qui, quand elle arrive, provient souvent de la sensation finalement de ne pas être suffisamment libre d'agir et de décider pour soi. C'est vrai. Autonomie, indépendance, c'est vraiment l'énergie 1 qui demande ça. Ta deuxième vibration, on va retrouver l'énergie 9. Cette énergie 9, tu l'as depuis 30 ans jusqu'à 38 ans, donc c'est ta dernière année. Oui. Ensuite, tu passeras sur un autre cycle. Il faudra faire ton bilan l'année prochaine pour savoir de quoi il en est. En tout cas, c'est toutes les activités. On a vu le 9, c'est l'énergie du monde, c'est l'énergie internationale, l'énergie de l'étrange, l'énergie de l'humain. Donc, c'est toutes les activités qui ont un lien avec les sciences humaines, la psychologie, les voyages, les activités internationales, les métiers publics ou devant un public, les activités sociales, humanitaires. Tout ça est vraiment fortement favorisé. Ça peut être aussi toutes les activités liées à l'étrange, comme l'ésotérisme par exemple. Ça peut être les métiers liés au luxe, parce que quand on est dans cette énergie 9, c'est pas le luxe bling bling, c'est je veux aider le monde à tourner plus rond. Et je voudrais le rendre plus beau. Quand on est dans cette énergie 9, on est un peu dans cette énergie-là. Ça peut être aussi tous les métiers artistiques ou scéniques. En tout cas, ce qui est très important, c'est d'être tourné vers le collectif. Voilà, il y a cette notion d'être tourné vers le besoin collectif, avec un collectif, avec un public, c'est le monde. Je trouve que je suis en plein dedans du coup là. Carrément. Ah ouais, à fond, vraiment. Carrément. C'est pas du tout Alors, c'est là où il faut trouver le juste milieu, parce que le 1, il fait pour lui. Le 9, il fait pour les autres. Mais en même temps, c'est génial. Ouais. Parce que c'est là où tu peux trouver un véritable équilibre, en fait. Mais en tout cas, il y a cette générosité à donner dans ces cycles 9. C'est je donne, il y a un moment je reçois. C'est une période, donc on l'a vu, qui favorise la reconnaissance et la notoriété si l'engagement il a été sincère. C'est aussi si tu as su exprimer ta sensibilité et ta vulnérabilité. Ça peut être aussi de vivre ou de travailler à l'étranger. Ça peut être les voyages. Voilà, ne pas hésiter à aller explorer le monde. J'adore. Et tu sais à quel point c'est important pour moi ce que tu viens de dire là. C'est impressionnant. Et oui, je sais. Donc c'est un peu qui est attrait à tes cycles, à ta temporalité. Alors bien sûr, aide à la décision, ça veut dire quand on a fait un thème, on peut aussi prendre parfois un rendez-vous quand il y a une décision importante à prendre. D'aller voir, tiens là, tu as tel moment, puisqu'on peut aller voir jusque l'énergie des jours personnels en fait. Donc qu'est-ce qui est favorisé à telle date? Ou tiens, j'ai un événement, moi je sais que par exemple personnellement, mes événements collectifs, je les programme en fonction de mon calendrier, de ma numérologie. D'accord. Tiens, quelle est mon intention? Ah tiens, cette intention-là, ce jour-là est idéal. Ok, tu vois? Ah oui, complètement. Donc on peut aller vraiment être très fin. Alors il ne s'agit pas non plus que ça devienne obsessionnel. Bien sûr, je ne me lève pas le matin, voilà. Mais la semaine dernière, tu vois, j'ai eu une journée où il y a quelque chose qui m'a mis extrêmement en colère, qui est venu toucher mon 8 dans le sentiment d'injustice et d'avoir été vraiment trahi. Et j'ai regardé, j'étais en journée 8. Et c'est pas bon. Quoi, c'est une journée, non, c'est que c'était une journée qui venait me challenger sur ma légitimité, sur la place que je prenais. D'accord. Ah oui. Et le 8 étant la justice, mon sentiment d'injustice. Donc c'est toujours intéressant de voir ça clair. Donc c'est vrai que j'ai des clientes, surtout les entrepreneuses, qui souvent me disent je peux juste avoir un feedback pendant 1 heure
voilà, juste aller voir si c'est cohérent et juste. Alors, je suis pas là pour leur dire si c'est bien ou pas bien. Oui, bien sûr, oui. Je suis juste, voilà, je me mets juste en lumière et je dis, voilà ce qui est favorisé. Et si ça l'est pas ce jour-là, voilà la stratégie à adopter pour être quand même cohérente et fluide. Oui, parce qu'on en revient à ce que tu disais dans la première interview. Finalement, tu n'es pas médium, mais tu nous aides à nous recentrer par rapport à quelque chose de juste et qui fait partie de nous, finalement. Oui, et à partir d'une grille de lecture qui n'est pas la mienne. C'est pas moi qui estime que c'est juste ou pas juste. Exactement. C'est important de le préciser. Oui, tu fais bien d'ailleurs de le préciser. Nous avons terminé. Vanessa, on a fait le tour. Comment tu te sens là ? Je me sens bien et j'aurais plein de choses à dire, mais cette interview ne terminera oui, jamais. Ne se terminera jamais. Et je trouve ça vraiment intéressant. Donc, merci pour ça. Et je pense que vous avez vu comment Céline travaille. Et je pense que ça peut sincèrement vous aider, m'aider moi aussi. Enfin, c'est vraiment du collectif. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Il y a son site internet, son Instagram et son mail. Et je pense qu'elle sera ravie de vous accompagner, de répondre à des questions, si vous avez des questions, bien entendu. Céline, merci infiniment. Merci à toi, Vanessa. Je te dis à bientôt. À bientôt.